Bien, je crois qu'on va commencer, parce que comme j'avais déjà pris un peu de retard la dernière fois sur ce que je pensais faire, et qu'il reste donc pas mal de choses à voir. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé effectivement des généralités, d'une part, sur ces maladies par expansion. Je vous avais cité la dernière maladie importante en cause, qui a été une grande surprise, qui était la sclérose latérale amyotrophique, enfin en tout cas la forme probablement familiale la plus fréquente de sclérose latérale amyotrophique due à une expansion dans un intron d'un gène dont on ne connaît pas la fonction. Et j'avais commencé donc sur les deux maladies où le mécanisme pathologique causé par l'expansion est une perte de fonction du gène qui est la cible de cette expansion. Perte de fonction, en général complète dans le cas de l'X fragile, perte de fonction incomplète dans le cas de l'ataxie de Friedreich. Mais dans les deux cas, ces pertes de fonction font intervenir des mécanismes épigénétiques de modification de la chromatine et, dans le cas de l'X fragile aussi, méthylation de l'ADN. Donc, j'avais commencé en fait l'ataxie de Friedreich la dernière fois, donc je vais revenir là-dessus, et simplement cette diapositive qui vous rappelle donc que pour l'ataxie de Friedreich, il s'agit d'une expansion très importante en taille dans le premier intron du gène de la frataxine. Et puis, dans la suite du cours, nous allons parler de pathologies où il ne s'agit plus de perte de fonction, mais on dit quelquefois gain de fonction, je préfère gain de propriété toxique plutôt que de fonction. Ça sera les maladies à polyglutamine et notamment la maladie de Huntington où la propriété toxique est au niveau de la protéine, encore qu'il y a quelques papiers qui se posent la question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi une toxicité de l'ARN porteur de l'expansion? Mais je dirais que c'est vraiment que quelques papiers. Et puis, donc ça c'est donc gain de propriété toxique au niveau de la protéine. Et puis nous partirons sur ensuite les pathologies qui sont dues à des gains de fonction ou de propriété toxique au niveau de l'ARN, donc avec production d'un ARN toxique. Et c'est l'hémiotonie dystrophique, en fait, puisqu'il y a celle qui est la plus fréquente, c'est DM1, type 1, mais il y a aussi DM2 qui a le même, j'allais dire, qui a une clinique très proche et qui a aussi des mécanismes moléculaires et pathologiques, disons, similaires, mais pas identiques. Et puis, je terminerai, j'espère en tout cas, par revenir sur l'expansion CGG qui est présente dans le gène FMR1 et qui, quand elle est très grande et quand elle entraîne des modifications épigénétiques, entraîne le retard mental avec X fragile. Et, disons, il y a maintenant en fait une dizaine d'années, il a été montré que finalement la version d'expansion plus modérée qui n'entraînait pas d'effet épigénétique entraînait la production d'un ARN toxique et donc une pathologie neurodégénérative de l'homme âgé complètement différente. Donc là, on a deux stades d'une expansion qui donnent deux pathologies totalement différentes, parce que dans un cas, il y a une perte de fonction, et ça donne une pathologie qui est très précoce, et dans l'autre cas, ça donne un gain de propriété toxique, et comme souvent dans ces maladies où il y a des propriétés toxiques, ces propriétés toxiques ont un effet d'accumulation et sont souvent donc des maladies qui sont de début à l'âge adulte ou même relativement tardif. Alors, donc, l'ataxie de Friedreich, ce que je vous avais dit, c'est que donc, cette expansion de GAA
très importante qui peut atteindre des milliers plus de 1000 GA. Au début, on pensait que ça agissait au niveau de structures d'ADN particulières, que ça créait des structures particulières d'ADN qui pourraient bloquer la transcription, comme par exemple des triples hélices, etc. Mais à partir des travaux donc, de Richard Festenstein et de Joel Gottesfeld, qui ont analysé la chromatine au niveau du gène de la frataxine et en comparant la forme mutée à la forme normale dans des cellules de patients ou des cellules de personnes normales, donc ont vu qu'il y avait ces anomalies de la chromatine dans cette région qui a réalisé ce qu'on appelle une hétérochromatinisation, c'est-à-dire de transformer ce qui devrait être une chromatine active, qui permet l'expression du gène, en une chromatine inactive, notamment qui a perdu sur ces histones des groupements acétyles et qui a gagné sur l'histone H3 un certain type de triméthylation qui est associé effectivement à des formes hétérochromatiniennes et ensuite des recrutements de protéines qui sont typiques de l'hétérochromatine telles que HP1. Alors pourquoi c'est important ça ? Eh bien parce que l'épigénétique, d'une part, les modifications épigénétiques, c'est un domaine tellement important que le nouveau professeur, ou la nouvelle professeure plutôt, de biologie au Collège de France, Edith Herd, a une chaire épigénétique et mémoire cellulaire, et elle va bientôt donner sa conférence inaugurale. Et comme je l'avais dit, on va faire un colloque ensemble le 21-22 mai sur l'épigénétique dans les maladies génétiques. Mais c'est aussi, ça attire énormément d'intérêt parce que ces modifications de la chromatine sont effectuées par des enzymes telles que des acétylases ou des déacétylases. HDAC, c'est des histones déacétylases, par des méthylases ou des déméthylases. Et qui dit enzyme dit en général qu'on doit pouvoir trouver des inhibiteurs ou des activateurs de ces enzymes. Et petite molécule, et donc l'idée, notamment, ça a été énormément travaillé sur le cancer, puisque dans le cancer, il y a aussi beaucoup d'anomalies épigénétiques, c'est est-ce que des modulateurs épigénétiques, notamment par exemple des inhibiteurs de déacétylase, pourraient avoir des effets thérapeutiques. Et donc le fait de démontrer qu'il y a de telles anomalies ouvrait tout de suite la voie, est-ce qu'on pourrait trouver des petites molécules ? Et notamment, c'est ce qu'a fait en fait les deux chercheurs dont j'ai parlé, d'abord Joel Gottesfeld et ensuite plus récemment Richard Festenstein, donc Joel Gottesfeld en Californie, a commencé à chercher est-ce qu'il pourrait y avoir des inhibiteurs de ces déacétylases, puisque dans la chromatine inactive, il y a moins de groupements acétyles parce que les HDAC, les déacétylases, sont actives. Donc, il faut trouver les moyens éventuellement de les inactiver ou de les inhiber. Et donc, en fait, ces HDAC, je crois qu'il doit y avoir 17 HDAC différentes qui appartiennent à 4 grandes classes d'HDAC, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, on verra certains, et qui ont des propriétés différentes, qui ont aussi sans doute des cibles différentes, donc c'est assez compliqué. Et c'est toujours la question de savoir est-ce qu'on peut trouver des inhibiteurs, par exemple, qui vont être plus ou moins spécifiques, des classes qui seraient intéressantes à inhiber pour une pathologie donnée. Donc là, en fait, en partant de cellules de patients, il a trouvé des inhibiteurs HDAC qui, donc, dans des lymphocytes de patients avec Friedreich, font une réversion de ce
de cette émission de l'expression du gène de la frataxine, et où il montre qu'effectivement, ces molécules augmentent l'acétylation de l'histone H3 spécifique, et je crois aussi diminuer la triméthylation, non, augmente l'acétylation, puisque c'est effectivement la cible directe, puisque si on parle d'inhibiteurs d'HDAC. Et donc, ça c'est un papier de 2006, donc il suggère que ça pourrait être donc intéressant, et ça c'était sur des cellules, donc après on passe des cellules à un modèle animal, et comme je vous l'ai dit, le problème c'est que dans l'ataxie de Friedreich, il est difficile de modéliser la mutation, cette très grande expansion, et les premiers modèles où on avait introduit l'expansion dans la souris, l'expansion était là, inhibait un peu le gène de la frataxine, mais pas suffisamment pour donner un phénotype clinique. Mais donc là, il y a eu un premier article en 2008 montrant effectivement qu'au niveau biochimique, on avait des effets de ces HDAC inhibiteurs. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qui illustre le fait que deux de ces inhibiteurs, Gottesfeld, en collaboration avec des chimistes et notamment des compagnies, ont commencé à synthétiser à partir, c'est toujours la même chose, d'une première molécule qui a l'air intéressante. On commence par faire des variations, thèmes et variations sur ces molécules pour trouver des molécules plus actives, moins toxiques, plus spécifiques, etc. Et donc là, ce qu'il montrait, c'est l'effet dans des lymphocytes de patients de ces molécules sur la quantité de messagers. Donc c'est montré de combien de fois on augmente. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que sur le gène normal, chez les contrôles, il y a très peu d'effets de ces HDAC. Par contre, chez des patients, on a un effet qui est quand même, on gagne 60 à 2 fois d'expression du messager, et comme dit, spécifiquement sur l'expression du gène muté. Donc ça c'est bien. Et plus récemment, il y a un Anglais, Mark Pook, qui a développé un autre modèle souris avec, je crois, plus de GAA, et des souris qui ont un phénotype neurologique, qui n'est pas un phénotype neurologique très, très fort, mais enfin, on peut au moins commencer à regarder des effets cliniques et pas juste des effets biochimiques. Et donc cet article de 2011 montre qu'effectivement, ces fameux composés 106, 109 et puis un troisième ont des effets biochimiques, effectivement, effets sur l'expression du messager, modestes, des effets aussi sur l'acétylation des histones, avec un problème, c'est que il y a certains composés qui ont un effet général sur l'acétylation des histones dans tout le cerveau. Enfin, je veux dire, et surtout pour d'autres gènes, pardon. Et donc, on peut se dire, ça peut être pas être très bon si on bouleverse l'expression d'autres gènes. Par contre, il y en a un qui avait l'air d'être relativement spécifique, notamment au niveau de ce gène frataxine. Et surtout, il y a des effets cliniques, donc une amélioration du phénotype neurologique de ces souris, même s'il note qu'effectivement, les déficits neurologiques de ces souris sont assez modestes. Donc, on ne peut pas s'attendre à des effets extraordinaires. Mais enfin, disons, voilà, c'est encourageant. Ça suggère qu'on peut continuer dans cette voie.
Alors, je vais vous montrer que Feistenstein, lui aussi, s'est intéressé à des inhibiteurs HDAC, mais pas de la même classe que Gottesfeld. Gottesfeld, ces molécules ciblent plutôt des HDAC de classe 1, et on va voir que notre ami Feistenstein, lui, travaille sur des... plutôt sur un inhibiteur de ce qu'on appelle les sirtuines ou les HDAC de classe 3. Mais en attendant, là, ça c'est... je vous avais dit qu'on a organisé près de Strasbourg en juillet dernier, au juin dernier, un colloque. Et là, c'est une des présentations à ce colloque non publiée encore dans la grande littérature par Feistenstein, où il montre une autre cible potentielle peut-être pharmacologique. Donc, comme toujours, on analyse par ces techniques de chromatine immunoprécipitation quelles sont les modifications des histones ou au niveau du locus muté ou pas, mais aussi quelle est la présence des facteurs de transcription, et notamment, par exemple, la RNA polymérase 2. Et alors, il s'aperçoit que cette RNA polymérase 2, apparemment, est sélectivement détruite ou absente du gène frataxine muté, et qu'en fait, c'est parce qu'elle est dégradée. Et comment est-ce qu'il peut savoir ça? C'est parce que, vous savez que beaucoup de protéines sont dégradées par une usine de dégradation de protéines qui s'appelle le protéasome. Il y a eu un prix Nobel de médecine il y a quelques années attribué aux découvreurs du protéasome. Il y a aussi des inhibiteurs du protéasome, et il voit que quand il traite les cellules de patients avec ces inhibiteurs de protéasome, il peut avoir de nouveau plus de RNA polymérase, qui est l'enzyme donc, qui peut transcrire le gène, et il stimule l'expression du gène frataxine. Et l'intérêt, c'est qu'un de ces inhibiteurs est un inhibiteur qui est, à l'heure actuelle, utilisé dans le traitement d'une leucémie. Alors ça, c'est une constante, on va le retrouver. Les essais cliniques coûtent très cher, mais le développement d'une nouvelle molécule, complètement nouvelle molécule, coûte encore plus cher. Il faut développer une nouvelle molécule pour une maladie très rare, soit il faut être absolument sûr que ça marchera, et qu'il faut vraiment... C'est un peu le cas, disons, dans les maladies lysosomales où il y a un déficit dans un enzyme, et une fois qu'on savait qu'en produisant cette enzyme et en l'infusant dans la circulation, on avait des bonnes chances qu'il puisse rentrer dans les cellules. C'est vrai pour juste ces enzymes lysosomaux. Ça voulait dire qu'on on développait un médicament très spécifique, mais dont on avait vraiment de très 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 bonnes chances de penser qu'il serait actif. Là, on est quand même dans des choses beaucoup plus compliquées, et donc ça sera très difficile de convaincre des boîtes pharmaceutiques, effectivement, de développer des molécules de A jusqu'à Z simplement pour des pathologies relativement rares. Encore qu'on verra, ça peut être quelquefois comme preuve de concept pour des nouvelles classes de médicaments, comme les thérapies géniques, par exemple. Mais là, on parle de petites molécules. Donc, si vous avez une petite molécule qui est déjà autorisée pour être utilisée chez l'homme dans des essais cliniques, c'est beaucoup plus facile. La toxicologie est faite. Je veux dire, donc ça, c'est important. Donc, voilà, ce qu'il propose, c'est que ça fait une autre possibilité. Alors, je vous ai dit, un des problèmes de l'ataxie de Friedreich, du point de vue du modèle d'étude, c'est que les cellules, les fibroblastes et les lymphocytes de patients, qui sont des cellules facilement utilisables, ce ne sont pas les cellules qui expriment la pathologie
chez les patients. Les pathologies, ils n'ont pas les patients, ils n'ont pas des problèmes d'immunité, donc leurs lymphocytes fonctionnent bien, leurs fibroblastes, ils n'ont pas de problème de cicatrisation, etc. Ils ont des fibroblastes en pleine forme. Donc les cellules qu'on peut utiliser des patients ne sont pas celles qui expriment la pathologie. Les cellules qui expriment la pathologie, c'est les cardiomyocytes, puisqu'il y a une pathologie cardiaque, et les neurones, notamment certains neurones spinaux. Et ceux-là, évidemment, on n'a pas accès, on ne peut pas les cultiver, etc. Donc, et comme je l'avais dit, d'autre part, à cause de cette mutation un peu particulière, il est très difficile d'avoir un modèle de souris qui, à la fois, soit bien malade, parce que si on veut voir s'il y a des effets cliniques dans un traitement, il faut avoir une souris qui soit vraiment malade pour voir si le traitement a de l'effet, et d'autre part, qui soit un bon modèle de la mutation. Je vous montrerai tout à l'heure l'utilisation de souris, de modèles souris qui sont très malades, mais qui n'ont pas la même mutation que chez l'homme. Donc, ça permet de faire des choses, mais ça ne permet pas de tout faire. Et donc, comme vous savez sans doute, puisque c'est le prix Nobel de médecine de cette année, il y a quelques années, un chercheur japonais qui s'appelle Yamanaka, en testant systématiquement sur des fibroblastes humains des cocktails de facteurs de transcription qui sont exprimés très tôt au cours du développement des cellules embryonnaires, a trouvé la combinaison qui permet de reprogrammer des cellules de type fibroblast, donc des cellules, je dirais adultes, des cellules différenciées, de les reprogrammer en cellules de type embryonnaire totipotentes, c'est-à-dire qui peuvent, selon les conditions de culture, se différencier en neurones, en muscles, en fibroblastes, en différentes sortes de cellules. Et donc, ceci est important parce que ça veut dire qu'on peut maintenant prendre des cellules de patients porteurs de mutations, on peut les reprogrammer grâce aux techniques développées par Yamanaka, c'est ce qu'on appelle les Induced Pluripotent Stem Cells, IPS, ou IPSC pour cells. Et donc ces IPS, d'une part, des gens disent que ça pourra être intéressant du point de vue thérapeutique parce qu'on pourra corriger les cellules des patients et leur faire une greffe de leurs propres cellules, une autogreffe, donc sans avoir de problème d'immunité. Par contre, quand même, cette reprogrammation, on n'est pas du tout sûr, et je dirais qu'on est même de moins en moins sûr, qu'elle fabrique des cellules complètement normales, et d'autre part, la possibilité de les faire différencier est très intéressante du point de vue expérimental, mais de là à se dire que c'est suffisamment contrôlé pour l'utiliser en thérapie, bon, je veux dire, ça commence, mais ça va être très long. Par contre, ce que ça permet de faire, ça permet de faire des modèles cellulaires, puisque de maladies, que ce soit des maladies neuronales ou des maladies musculaires, puisqu'on va prendre des cellules de patients qui portent les mutations, on va les faire différencier vers du muscle, vers des motoneurones, vers des neurones de différents types, et donc on va avoir en culture des cellules qui sont des cellules différenciées. Alors le problème, c'est d'arriver à les avoir pures, mais bon, disons, des cellules différenciées, qui portent les mutations et donc qui peuvent servir d'une part à étudier la physiopathologie sur des cellules qui sont vraiment les plus proches possibles des cellules qui sont effectivement touchées chez les malades, et d'autre part aussi de pouvoir faire du criblage pharmacologique. Si on a un phénotype spécifique pathologique dans ces cellules,
on peut commencer à regarder est-ce qu'on peut trouver des petites molécules pharmacologiques qui vont inhiber ce phénomène. Donc, j'ai prévu de vous donner 2 exemples. Ceci, c'est un premier exemple du labo de nouveau de Joël Gottesfeld, qui, à partir de patients, de fibroblastes, donc de patients avec ataxie de Friedreich, a reprogrammé en iPSC ces cellules, montre qu'effectivement, elles ont bien la répression du gène frataxine est maintenue, comme chez les patients, mais il y a quelque chose, là, il ne les a pas encore fait différencier, quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'on n'avait pas de modèle de l'instabilité de l'expansion. Parce que dans des cellules dans des fibroblastes de patients, des lymphocytes de patients, c'était stable, l'expansion. Et là, ce qu'il voit, c'est que, en fait, dans ces cellules, quand elles sont à l'état totipotent, donc comme des cellules embryonnaires, eh bien, elles montrent une instabilité qui est celle que l'on peut observer dans les familles de patients, dans les transmissions d'une génération à l'autre. Donc, il y a cette instabilité, et à partir du moment où il y a une instabilité, on peut commencer à se poser la question, quels sont les mécanismes de cette instabilité? Et vous vous rappelez que la dernière fois, je vous avais dit que, notamment, dans des croisements entre souris mutantes pour les expansions de myotonie dystrophique ou les expansions responsables de maladies de Huntington, et les souris déficientes dans des gènes de réparation des mismatchs, des mésappariements, on avait trouvé qu'en fait, ce système des gènes MSH2, MSH3, MLH1, qui en principe est censé corriger des mésappariements, dans le cas des expansions, au contraire, ce système, quand il est actif, est celui, ou en tout cas un système important, dans la création de l'instabilité. Et que quand on a des souris qui sont déficientes en MSH2 ou en MSH3, il n'y a plus cette instabilité, notamment somatique, ce qui est très intéressant. Et donc là, ce qui montre qu'effectivement, MSH2, qui est donc ce gène, cette protéine qui est impliquée dans l'instabilité des répétitions dans la myotonie dystrophique ou dans les modèles expérimentaux de myotonie dystrophique ou de Huntington, est très exprimée dans ces cellules pluripotentes, qu'elle est présente par ces chromatines immunoprécipitations, elle est justement présente à l'endroit de l'expansion, dans l'intron frataxine, et que quand on inhibe avec des RNA inhibiteurs shRNA l'expression de MSH2, on stabilise la répétition, on empêche les expansions. Et donc, d'une part, ça permet de dire que oui aussi, pour Friedreich, il y a un effet de MSH2 ou MSH3, sans doute, là il ne l'a pas testé. Donc, c'est une explication moléculaire. Je ne sais pas s'il y a un intérêt thérapeutique, je vous avais dit, dans le cas notamment de Huntington, où on pense que l'instabilité somatique qui est très forte au niveau du striatum, qui est justement la région qui est la première à dégénérer, et donc on se dit que cette instabilité somatique pourrait au moins contribuer à la sélectivité de l'atteinte pathologique, et donc à ce moment-là, ça peut être une cible thérapeutique. Et je vous avais notamment parlé de MSH3, puisque MSH3, la déficience en MSH3 n'a pas l'air d'être liée à des cancers, donc ça en fait une cible thérapeutique plus intéressante. Alors, je suis allé regarder, il y a un site très intéressant, comme pour beaucoup de maladies rares, vous avez des associations de patients en France ou
dans d'autres pays souvent très active. Et l'association anglaise est particulièrement active et a un site web remarquablement fait qui donne le résumé de ce qu'on connaît sur l'ataxie de Friedreich, de ce qui est en train de se faire, de ce qu'ils ont subventionné, et notamment des essais cliniques. Et donc, je dois dire que j'ai été très impressionné, en regardant ça, de voir le nombre d'essais cliniques qui sont en cours, ou qui sont prévus, ou qui ont déjà eu lieu sur l'ataxie de Friedreich, parce qu'on pourrait se dire que c'est une maladie rare, ça doit être difficile. Alors, par exemple, HDAC, il y a un inhibiteur qui est en phase 1. Phase 1, ce n'est pas pour regarder si c'est efficace, c'est simplement pour vérifier une absence de toxicité. Donc ça, je crois que ça n'a pas encore commencé, mais enfin, ça doit commencer. Alors l'idébénone, ça c'est un analogue de coenzyme Q, c'était basé sur l'effet fonctionnel du déficit en frataxine sur la chaîne respiratoire. Et cette idébénone, au début, notamment avec les travaux de l'équipe d'Arnold Munich, ça avait l'air très intéressant parce que ça avait l'air de corriger l'hypertrophie cardiaque chez certains patients traités. À l'heure actuelle, il y a eu des essais, alors là vous voyez de phase 3, donc des essais importants, mais disons les effets cardiaques finalement apparemment ne sont pas aussi évidents qu'ils l'étaient, et les effets neurologiques, j'ai regardé un papier, ils disent bon, on ne trouve pas vraiment quelque chose, mais il y a peut-être une petite suggestion, et donc il faut aller plus loin, mais disons c'est certainement pas une molécule miracle, mais en tout cas pour le moment c'est la seule effectivement que les patients peuvent prendre. Il y a une autorisation spéciale pour pouvoir donner ça à des patients avec ataxie de Friedreich. Alors, un truc qui m'avait beaucoup surpris, c'est la varenicline, qui est un agoniste partiel d'un récepteur nicotinique. Nicotine, vous savez ce que c'est. Et donc, c'est une molécule qui a été développée et qui est utilisée pour les gens qui veulent arrêter de fumer. D'accord ? C'est-à-dire que, comme il y a un phénomène de manque, on leur donne quelque chose qui va stimuler un récepteur nicotinique, mais qui n'est pas la cigarette, et comme ça, ça sera plus facile pour eux de s'arrêter de fumer. Alors, j'ai trouvé ça assez curieux. Pourquoi est-ce qu'on commençait à faire ça ? Et apparemment, c'est qu'il se trouvait qu'il y avait deux patients avec une ataxie de Friedreich qui, sans doute, je suppose, étaient fumeurs et qui avaient été traités par la varenicline, pas pour leur ataxie de Friedreich, etc., et qui semblaient aller mieux du point de vue neurologique. Et donc, ça a été suffisant pour, comme c'était une molécule autorisée, faire un essai clinique, mais qui a été arrêté et apparemment, il y avait des effets secondaires qui n'étaient pas bons, donc je pense que c'est out pour la varenicline, enfin, semble-t-il. Mais vous voyez, c'est le genre de choses où, effectivement, de temps en temps, il peut y avoir aussi des observations. Alors, la pioglitazone, ça, c'est quelque chose qui stimule un récepteur nucléaire qui est important non seulement dans la prolifération des peroxysomes, comme son nom l'indique, mais surtout dans la régulation du métabolisme, mais aussi mitochondrial. C'est un antidiabétique qui était, je ne sais pas s'il est toujours, parce qu'il y a eu une grande controverse récemment pour la pioglitazone, c'était un antidiabétique majeur, mais récemment, il a été décrit des événements indésirables, et je ne sais pas s'il a été retiré du marché ou il est en train d'être retiré du marché. Et ça pose beaucoup de problèmes, puisque cet essai clinique, c'est l'AFM qui le sponsorise, c'est un essai clinique en France. Et en fait, le fait qu'on soit en train de retirer du marché cette molécule fait que cet essai, je ne sais pas si, je crois qu'il est bloqué, enfin il a des problèmes. Et ça pose tout le problème, si vous voulez, de molécules qui ont peut-être des effets indésirables,
Mais quand vous êtes dans un cas de traitement du diabète, vous avez des tas de molécules pour le traitement du diabète. Le diabète de type 2, puisque c'est ça, on n'en meurt pas rapidement. C'est quelque chose qui peut aussi en partie se contrôler par le régime, etc. Et puis, il y a d'autres médicaments. Donc, si vous rentrez sur le marché avec une nouvelle molécule antidiabétique, il faut qu'elle soit plus efficace que les précédentes et qu'elle ne soit pas plus dangereuse. Et donc, si vous avez une molécule qui est dangereuse, elle va être retirée du marché. Mais pour une maladie telle que l'ataxie de Friedreich, où il n'y a rien, là, on peut se dire que peut-être quelque chose qui a des effets indésirables, mais quand même sur un tout petit nombre de patients, ça vaut quand même peut-être, s'il y a des bonnes raisons de vouloir la tester, de poursuivre, parce que finalement, c'est quand même là des patients qui, pour le moment, n'ont pas d'alternative. Donc, si vous voulez, c'est tout le problème. Là, on est hors des expansions, des répétitions des expansions, mais c'est que, et c'est devenu pire avec l'affaire du Mediator, et évidemment, avec raison, où on est de plus en plus en train d'essayer de serrer les boulons, mais je pense que de temps en temps, on les serre là où peut-être il ne faudrait pas les serrer autant, et ça pose notamment aussi pour le développement des thérapies géniques des gros problèmes, parce que là, c'est quelque chose de nouveau qui effraie les agences de régulation, et elles demandent des précautions absolument extraordinaires qui rendent difficile le développement de ces stratégies. Donc ça, c'est un petit... Voilà. Alors, juste, pour montrer que de temps en temps, on peut peut-être utiliser, mais est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une autre chose. Des vieilles molécules qu'on peut trouver over the counter, comme on dit, qui sont des vitamines. Et il se trouve que la nicotinamide, qui s'appelle aussi la niacine, est un inhibiteur des sirtuines, et notamment de l'HDAC SIRT1. Et SIRT1 est impliqué dans la régulation du métabolisme, et notamment aussi mitochondrial. Comme dans Friedreich, il y a une dysfonction mitochondriale, je dirais, tout ce qui peut booster les mitochondries peut être intéressant. Donc Festenstein, toujours lui, bien qu'il n'ait rien publié, c'est assez curieux, j'ai essayé de regarder est-ce qu'il a publié quelque chose sur la nicotinamide en Friedreich, il n'a rien publié, mais il a des résultats non publiés, suffisamment intéressants. C'est toujours sur le site de l'association anglaise qu'on peut trouver ça, et puis sur un site du NIH qui décrit tous les essais cliniques qui sont connus, etc. Ils vont faire un essai clinique interventionnel, donc en essayant de voir s'il y a une amélioration. En open label, c'est-à-dire ça ne sera pas en double aveugle, les patients sauront qu'ils prennent ce médicament, donc c'est toujours évidemment moins bien que de faire du double aveugle pour être vraiment certain qu'il n'y a pas d'effet placebo et qu'il y a un vrai effet. Mais donc, ils vont essayer la nicotinamide, où c'est une étude qui recrute les participants pour voir est-ce qu'il y a un rôle, puisque c'est un inhibiteur d'HDAC, est-ce que ça permet de stimuler l'expression d'aflatoxine. Apparemment, donc, Festenstein a des données sur des cellules de patients qui montrent qu'on peut stimuler l'aflatoxine en traitant la nicotinamide, et c'est pour ça qu'il a obtenu l'autorisation, d'autant plus que c'est une molécule qui, elle, semble n'avoir aucun effet secondaire, même si on en prend des doses très fortes. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donne. Ça fait partie aussi de ces molécules qui sont aussi considérées, par exemple, pour la maladie de Huntington, parce que sur des modèles de souris, etc., il y a eu des effets de la nicotinamide. Donc, si vous voulez, ça fait partie de ces molécules. On se dit, tiens, ça pourrait peut-être faire du bien dans Friedreich, tiens, ça pourrait peut-être faire du bien dans Huntington. Bon, la plupart du temps, quand il y a les tests cliniques, ça ne donne pas grand-chose.
Et alors, je vais vous montrer là 2 dias que je trouve absolument excitantes qui viennent de notre institut, donc de l'équipe d'Hélène Puccio. Hélène Puccio est une jeune chercheuse qui travaille sur l'ataxie de Friedreich, qui a développé en fait des modèles souris d'ataxie de Friedreich, alors pas des modèles de la mutation, mais des modèles d'inactivation du gène. Mais comme je vous avais expliqué que ce gène, s'il est complètement inactif, dans toute la souris, c'est létal à l'état embryonnaire très précoce. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est des souris qui sont des knock-out, des inactivations conditionnelles, c'est-à-dire qu'à partir d'une construction où on a une souris où on a placé le gène frataxine, ou un exon du gène frataxine, entre 2 sites qui peuvent recombiner s'ils sont mis en présence d'un enzyme, d'une recombinase, qui est une recombinase d'ailleurs qui sort d'un bactériophage creux, ça va inactiver le gène dans les cellules qui expriment cette recombinase. Et donc, elle a créé comme ça des modèles cardiaques où la frataxine va être inactivée uniquement dans le cœur, dans les cardiomyocytes, et des modèles neuronaux où la frataxine va être inactivée, le gène va être inactivé uniquement dans les neurones, et donc comme ça on n'a pas cette létalité embryonnaire. Et donc les souris, donc ça c'est le modèle cardiaque, sont des souris qui sont en très mauvais état puisqu'elles développent assez rapidement une cardiomyopathie très sévère et elles vont mourir de déficience cardiaque, je crois, vers 10 semaines. Enfin, on va voir ça tout de suite. Donc, ils ont pris ça et ont voulu tester, en collaboration avec Patrick Aubourg, qui est un grand spécialiste de la thérapie génique, de voir si un vecteur de type adeno-associated virus pourrait être intéressant pour apporter un gène frataxine normal. Et pourquoi notamment un sérotype d'AAV, là c'est l'AAV10 particulier, parce qu'il a un bon tropisme à la fois quand il est injecté dans le cœur, dans la circulation, il a un bon tropisme pour le muscle et notamment le muscle cardiaque, et d'autre part, il semble aussi avoir un bon tropisme aussi pour les neurones. Donc là, pour le moment, la souris donc, qui a le phénotype cardiaque très sévère, et on lui fait une injection intraveineuse. Là, dans ce cas, c'est à 3 semaines. Et à partir de 5 semaines, on va regarder le phénotype. Alors, à 3 semaines, les souris ne sont pas encore malades. Donc là, c'est des souris qui vont encore bien, mais elles vont très rapidement développer la maladie. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne quelque chose d'absolument très, très, très extraordinaire, moi je trouve. Ça, c'est la courbe de survie des souris. Vous voyez qu'à partir de à peu près 7 ou 8 semaines, elles commencent à mourir, et à 12 semaines, il n'y a plus aucune souris porteuse donc, qui survit à cause de cette cardiomyopathie. Les souris traitées, donc 9 souris traitées par l'AAV, vous voyez, à 35 semaines, il n'y en a pas une seule qui est morte. Et en plus, ils n'arrivaient pas à les différencier des souris contrôle, parce qu'elles se portaient tout à fait bien. Et ils ont pu voir aussi, on peut faire de l'échocardiographie, hein, comme on fait de l'échocardiographie pour regarder la fonction de votre cœur. Eh bien, il y a des échocardiographes où on peut faire les échocardiographies chez la souris et mesurer la fonctionnalité du cœur, donc la fraction d'éjection, etc. Et vous voyez, les souris malades, elles ont très vite une diminution de la fonction cardiaque, et ça s'arrête là, évidemment, puisqu'elles meurent.
Et ici, vous n'avez aucune différence entre les souris normales et les souris mutées traitées. L'hypertrophie cardiaque aussi, aucune différence entre les souris mutées et les souris traitées. Donc, vous avez une correction absolument extraordinaire de ça. Et alors, je n'ai pas la dia, mais ils sont allés plus loin, parce que ce qu'on peut se dire, c'est, je parlais des essais cliniques, et on sait que c'est quasiment impossible de faire un essai clinique chez des patients qui n'ont pas encore commencé à avoir l'expression clinique grave de la maladie. Parce qu'on va se dire, mais s'il ne l'exprime pas encore ou une forme grave, comme on n'est pas sûr que le traitement risque en fait d'avoir des effets indésirables, on n'autorise que des gens qui ont déjà des signes cliniques évidents. Et donc ce qu'elle a fait, c'est de regarder, au lieu d'injecter à 3 semaines, d'injecter, je crois, à 6 semaines, quand elle commence déjà à avoir des signes d'insuffisance cardiaque. Et là aussi, elle corrige, alors ça c'est assez extraordinaire, c'est des souris qui ont commencé à avoir une insuffisance cardiaque, et elle arrive à corriger et de nouveau à avoir des souris qui sont complètement corrigées. Alors quand on regarde au niveau, quand on sacrifie les souris, quand on regarde au niveau cardiaque, il y a une fibrose qui s'installe au cours de la... quand la maladie commence à se développer, une fibrose cardiaque qui s'installe, et on voit chez les souris où le trouble cardiaque est commencé, il y a de la fibrose qui s'est installée, mais elle n'a pas progressé, elle n'a pas régressé non plus, et comme on l'a pris suffisamment tôt, si vous voulez, finalement, on récupère la fonction cardiaque. Donc c'est assez excitant, et donc maintenant, il commence à réfléchir à comment est-ce que, alors ça va prendre du temps, on pourrait passer à un essai chez l'homme, puisque c'est vraiment quelque chose de tout à fait... Alors, ils ne savent pas encore, là ils vont commencer maintenant à tester sur le modèle neurologique de la maladie, pour voir est-ce qu'il y a aussi un effet de cette stratégie sur le modèle neurologique. Bien. Alors, maintenant, on va passer aux polyglutamines. Alors, les polyglutamines, donc, c'est des expansions plus modérées que celles qu'on a vues dans l'X fragile ou qu'on a vues dans l'ataxie de Friedreich. Expansion plus modérée, dans une région codante. C'est une expansion de CAG, toujours dans la même phase de lecture, donc qui code toujours pour des polyglutamines. Et pour, je dirais, la plupart de ces 9 maladies, pour, je dirais, 7 sur 9 ou 6 sur 9 de ces maladies, il y a une espèce de seuil pathologique du nombre de répétitions qui se situe aux alentours de 40 glutamines. Au locus normal, chez vous et nous, il y a toujours un polymorphisme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins de polyglutamine, mais ça, tant qu'on n'atteint pas le seuil pathologique, on reste dans des choses qui font partie de la variation normale. Donc, par exemple, pour la maladie de Huntington, le pathologique commence à 36. Entre 36 et 40, ou 36 et 39, la pénétrance n'est pas absolue, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 36 ou 37, certains vont développer une maladie de Huntington tardive, et d'autres, bien qu'à 70 ans, n'auront pas de maladie de Huntington. Mais à partir de 40, la pénétrance est totale, s'il y a 40 répétitions. Et une autre caractéristique de l'ensemble de ces pathologies, c'est que plus il y a de glutamine, plus la maladie va être sévère et surtout va commencer tôt, ce qui est évidemment responsable aussi de
de ce phénomène d'anticipation, parce qu'il y a une instabilité au cours des générations, plus ou moins importante selon les cas, qui peut conduire à, effectivement, des phénomènes d'anticipation. Mais donc, par exemple, pour autant que je me souvienne, pour la Huntington, chaque glutamine en plus au-delà du seuil pathologique de 40 répétitions fait qu'en moyenne, la maladie va commencer 1 an et demi ou 2 ans plus tôt. Donc, si vous avez 40, la maladie a tendance à commencer vers 40, 50 ans. Si vous avez 50, la maladie va commencer entre 30 et 35 ans. Donc, vous voyez un effet quand même important du nombre de glutamines. Voilà. Alors, pour certaines de ces des gènes cibles, et donc des protéines cibles, leur fonction n'était pas connue quand elles ont été identifiées, et souvent d'ailleurs restent assez mal connues. C'est pour ça qu'on les appelait, par exemple, les ataxines ou la Huntington. Si vous ne connaissez pas la fonction, vous donnez à la protéine le nom de la maladie auquel elle est associée. Bien que ça ne soit pas la fonction de la Huntington, n'est pas de donner la chorée de Huntington, elle a d'autres fonctions. Mais voilà, donc quand on dit Huntington, atrophine, ataxine, tout ça, ça veut dire que quand on les a trouvées, on ne savait pas à quoi elles servaient. Il y en a deux où on savait très bien à quoi ils servaient, c'est des facteurs de transcription. L'un, c'est le récepteur aux androgènes, l'autre, c'est un facteur de transcription, ce qu'on appelle général, qui est présent carrément dans toutes les... qui est nécessaire à la transcription, Tata Box Binding Protein, TBP. Et puis il y en a un autre qui est un canal calcique. Celle-là est un peu différente parce que c'est les plus petites des expansions, c'est dans ce cas-ci. Bon. Alors, androgène récepteur, c'est intéressant quand même, parce que c'est ça qui a vraiment permis de dire que la pathologie de cette expansion à polyglutamine, c'était, peut-être pas à 100%, mais à 90%, un gain de fonction. Pourquoi ? Parce qu'on connaît des mutations perte de fonction du récepteur aux androgènes. Ceux qui ont écouté mon cours l'an dernier ou qui étaient au colloque sur les biais de sexe dans les maladies se le rappellent peut-être. Le récepteur aux androgènes, c'est le récepteur qui lie la testostérone et qui est responsable du développement des caractères sexuels secondaires masculins. C'est un gène qui est porté par le chromosome X. Quand un homme a un récepteur aux androgènes non fonctionnel, la testostérone n'a pas d'effet. Il ne va donc pas développer les caractères sexuels secondaires masculins et il aura un phénotype féminin, bien qu'il ait un chromosome Y et bien qu'en fait il ait des testicules intra-abdominaux. Mais la testostérone n'agit pas pour créer des phénotypes secondaires. Donc, ces hommes donc, qui ont ce phénotype d'apparemment réversion sexuelle, si vous voulez, ont un récepteur aux androgènes absolument inactif, qui ne fonctionne pas. Ils n'ont aucun problème neurologique. Or, quand il y a une expansion polyglutamine, ça donne une spinal bulbar muscular atrophie, ça donne une maladie du motoneurone, une dégénérescence spécifique des motoneurones. D'accord ? Donc, ça nous dit tout de suite que ce phénotype neurologique, il n'est pas dû à une perte de fonction du récepteur des androgènes, mais à un gain de propriétés toxiques. Voilà, donc ça, c'est les 9 maladies. Alors, il y a un problème, et je dirais qui n'est que très, très partiellement résolu. Il y a des suggestions, il y a des hypothèses. C'est que la plupart de ces protéines sont exprimées de manière très large dans différents tissus, sont exprimées dans les neurones, et dans beaucoup de neurones. Et pourtant, l'expansion de polyglutamine va entraîner une dégénérescence plus ou moins sélective de tel ou tel type de neurones. Et donc, le phénotype clinique va dépendre de la sélectivité de la pathologie.
mais qui n'est pas très bien expliqué. Alors, par exemple, pour Huntington, classiquement, on dit Huntington, c'est une dégénérescence du striatum. Vous voyez, chez un homme normal, le striatum, c'est ce qui est ici, avec un ventricule qui est assez petit. Et chez le patient, le striatum a quasiment disparu et est remplacé, je dirais, par un ventricule qui est très élargi. Donc, vous voyez la différence. Ceci dit, si la dégénérescence du striatum est relativement spécifique au début de la maladie, quand la maladie évolue, elle évolue en général sur 10 à 15 ans de dégénérescence progressive à partir des premiers signes de la maladie. En fait, probablement, elle évolue, j'allais dire, quasiment depuis la naissance, mais à partir du moment où on commence à avoir des signes cliniques vers l'âge de 30, 35, 40 ans, ça va une durée d'environ 15 ans jusqu'au décès, dans un état grabataire, et on voit quand même qu'il y a aussi une atrophie des couches corticales. Donc la spécificité, disons, qu'on trouve classiquement en disant, voilà, c'est les medium spiny neurones du striatum qui sont atteints sélectivement, c'est vrai au début, mais c'est beaucoup moins vrai quand la maladie a beaucoup évolué. D'ailleurs, c'est ce qui est ici, on vous indique, voilà, effectivement, il y a le striatum, mais le cortex aussi. Les ataxies spinocérébelleuses, eh bien, atteintes du cervelet, par exemple des cellules de Purkinje, mais aussi atteintes de la moelle épinière. Et par exemple, il y a SCA7, c'est la seule de ces 9 maladies où il y a une atteinte rétinienne. Et la rétine, en fait, il y a des neurones dans la rétine, mais curieusement, et on n'a pas l'explication vraiment, SCA7, c'est la seule où, en plus de la dégénérescence spinocérébelleuse, il y a aussi une atteinte rétinienne qui font qu'ils vont devenir malvoyants. Pour spinal and bulbar muscular atrophy, c'est les motoneurones qui sont atteints. Donc, comme je dis, on n'a que des explications partielles. Je voulais citer cet aspect, par exemple, d'instabilité sélective de la répétition Huntington dans le striatum, qui peut créer effectivement des protéines qui ont des expansions plus grandes et donc qui vont être plus toxiques. Mais ceci dit, pour la plupart de ces expansions, je ne sais pas si ça a été testé dans tous, là où il y a le moins d'instabilité somatique, c'est dans le cervelet. Or, pourtant, il y en a tout un certain nombre qui sont spécifiques du cervelet. Donc, si vous voulez, on peut se dire que dans Huntington, l'instabilité somatique peut jouer un rôle sur la spécificité, mais ça n'explique pas pourquoi il y en a d'autres qui sont spécifiques du cervelet. Donc, c'est un problème qui reste, je crois, largement ouvert. Je n'ai pas refait la bibliographie pour savoir s'il y avait eu des choses nouvelles. Alors, simplement pour vous montrer l'impossibilité de la tâche, j'ai regardé hier combien il y a d'articles qui sont publiés chaque année si on demande des articles qui contiennent soit Huntington ou polyglutamine expansion. Vous voyez, évidemment, ça commence en 1993, puisque la découverte à la fois pour SCA1 et pour Huntington, c'est en 1993. Et on en est à peu près à 350 à 400 articles par an publiés. Donc, vous voyez, essayer de résumer ceci, c'est impossible, donc je vais faire des choix. Alors, ça, c'est une dia relativement ancienne. Je crois que j'ai d'une présentation que j'avais faite en 2004 ou 2005, où à l'époque, voilà, on se disait, notamment pour Huntington, c'est une très grande protéine, qui est une protéine qui est quasiment uniquement dans le cytoplasme, même si il y en a un peu dans le noyau, mais disons, c'est une protéine très largement cytoplasmique. Et on s'est vite aperçu que lorsqu'elle est porteuse d'une expansion, elle a tendance d'une part à être coupée et l'expansion elle est à l'extrémité N-terminale de la protéine, l'expansion de glutamine,
Et on va la retrouver, cette expansion, mais sous forme de protéines tronquées, donc qui n'ont que le N-terminal, dans le noyau. Et ça, c'était une des premières choses, c'est de se dire, et il y a un certain nombre de raisons de penser qu'une partie ou une grande partie, il ne faut jamais dire tout, de la toxicité est une toxicité nucléaire. Et pour qu'il y ait cette toxicité nucléaire, il faut qu'il y ait accumulation de cette polyglutamine dans le noyau, mais ce n'est pas la Huntington entière qui rentre, c'est le petit fragment terminal ou des petits fragments terminaux qui portent les glutamines. Et donc, ça pose tout de suite le problème, qu'est-ce qui coupe? Quelles sont les enzymes qui vont couper ça? Parce qu'on pourrait se dire qu'ils participent en coupant à la... Et une fois que c'est dans le noyau, mais même aussi dans le cytoplasme, on sait que les expansions de polyglutamine ont tendance à s'agréger. Et donc, on peut avoir des agrégats dans le noyau et aussi dans les neurites. Dans les expansions des neurones, dans les neurites, on va avoir des agrégats de ces protéines à polyglutamine, mais dans ces agrégats vont être recrutés aussi d'autres protéines. Ces agrégats vont être ubiquitinés, ça c'est la tentative de la cellule d'essayer de s'en débarrasser par le système du protéasome, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être très efficace puisqu'ils vont rester s'accumuler dans le noyau. Et une des choses qui avait été observée, en fait, au départ, dans les premiers modèles souris, et rétrospectivement, on était allé regarder chez les patients, on l'a retrouvé avec des anticorps spécifiques, on a des gros agrégats dans le noyau, dans les neurones de patients, pas dans tous les neurones. Ça n'a pas l'air de corréler toujours avec les neurones qui sont les plus atteints, mais agrégats dans le noyau. Et qui dit noyau? Évidemment, dans le noyau, il y a la transcription, et donc ça a tout de suite suggéré qu'il y avait, et il y a eu des dysrégulations transcriptionnelles qui ont été mises en évidence, et par exemple, un des raisonnements, mais ce n'est pas le seul, c'était que dans ces agrégats, on pouvait trouver des facteurs de transcription qui avaient été trappés, et donc une dysrégulation. Mais on s'apercevait aussi qu'il y avait d'autres aspects, et les choses ont commencé à se compliquer. Et en 2005, je décrivais un peu ce qu'on pensait des mécanismes pathologiques impliqués dans la maladie de Huntington, comme cette légende hindoue des 10 aveugles qui décrivent un éléphant. Et chacun, il est devant l'éléphant, donc il y a celui qui est en train de sentir la patte et il dit un éléphant c'est une patte, et puis l'autre il est en train de tâter la trompe et il dit non, un éléphant c'est une trompe. Et parce qu'il n'y a personne qui voit tout l'éléphant, il ne voit que ceux qu'ils sont en train de tâter. Et effectivement, ça c'était à l'époque, donc dysrégulation de la transcription, la protéolyse de la protéine. Il y avait un groupe notamment italien qui avait montré qu'il y avait un facteur de survie des neurones qui est le Brain Derived Neurotrophic Factor, un facteur neurotrophique pour les neurones, qui est un facteur important, qui est sous-exprimé. Il y a l'instabilité somatique, il y a une dysfonction mitochondriale, le système du protéasome a l'air dysfonctionnel, il y a cette agrégation, et finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui est important? Et se sont rajoutés quelques autres players, et ça c'est une revue de 2010. Alors on a toujours diminution du BDNF, des phénomènes d'excitotoxicité, notamment liés au glutamate, la protéolyse, le fait qu'il y ait l'agrégation de ces protéines anormales dont la cellule essaye de se débarrasser, mais donc dysfonction mitochondriale,
dysfonction, dysrégulation transcriptionnelle, mais à partir de 2004, un buzzword, c'est l'autophagie. L'autophagie, c'est un système que les cellules ont mis au point pour quand vous avez, par exemple, une organelle dysfonctionnelle ou des ensembles protéiques, pas juste une protéine dysfonctionnelle, la cellule va les entourer d'une espèce de vacuole et va les digérer. Donc elle va autodigérer, par exemple, une mitochondrie dysfonctionnelle peut être éliminée à l'intérieur de la cellule par cette autophagie. Évidemment, tous ces mécanismes neurodégénératifs dont on pense qu'ils sont impliqués, après, on va dire, bah oui, ça fait des cibles pour des interventions thérapeutiques. Ça, donc, vous voyez, le nombre de cibles possibles thérapeutiques, ça, c'est pour les mécanismes physiopathologiques. Et puis, comme vous avez un gain de fonction d'une protéine toxique, si vous arriviez à diminuer l'expression de la protéine toxique, vous agissez au début, et donc, en principe, ça devrait aussi marcher. Alors, ça, c'est une dia qui est évidemment illisible. C'est simplement pour montrer comment est-ce que une partie des recherches, une partie importante des recherches se font, c'est d'essayer d'identifier dans des modèles animaux, et les modèles animaux, dans le cas de la maladie de Huntington, c'est des modèles où on va surexprimer la protéine avec les polyglutamines, ou un fragment de la protéine avec les polyglutamines, et ça peut être bien entendu la souris, mais ça peut être la drosophile, et la drosophile où on surexprime des protéines avec polyglutamine, elle ne va pas bien du tout. Donc à partir du moment où elle ne va pas bien du tout, on peut se poser la question pourquoi ne va-t-elle pas bien? Comment est-ce qu'on peut corriger? Ça va plus vite et c'est moins cher sur une drosophile que chez une souris. Ça peut être worm, c'est le nématode, c'est elegans. Ça peut même être, je suppose, il n'y a pas la levure ici, mais il n'y a pas la levure ici, mais il y a des gens qui font de très bonnes recherches sur la toxicité des polyglutamines dans la levure. Et avec ça, on identifie des players, des joueurs possibles. Et ça, c'est, si vous voulez, dans les publications, quel est le modèle animal, quel est le gène, dans quel type de mécanisme cellulaire il est impliqué, quelle est sa fonction, et est-ce qu'il va augmenter la toxicité ou au contraire diminuer la toxicité. Donc, c'est la recherche, si vous voulez, de voies, de gènes, de protéines qui, dans ces modèles animaux de toxicité de polyglutamine, vont diminuer ou augmenter la toxicité. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à trouver toutes ces choses. Et puis, à partir de ça, eh bien, on peut tester toujours dans ces modèles animaux des stratégies précliniques thérapeutiques, puisque si on a identifié que tel gène ou telle protéine va augmenter la toxicité, on va se dire que si on l'inhibe, on aura peut-être un effet. Et là, ça vous montre ici, pour les différents types de mécanismes, à chaque fois, on a des possibilités d'intervention thérapeutique et qui peuvent être simplement de la recherche en pas encore clinique ou préclinique, c'est-à-dire qu'on fait déjà sur un système animal en se demandant vraiment comment ça pourrait passer. Et puis, certains sont en phase 1, en phase 2 et même éventuellement en phase 3, c'est-à-dire de vrais essais cliniques. Donc, vous voyez, il y a un bouillonnement avec de temps en temps des choses par exemple, l'aminocycline, qui est quelque chose qui est impliqué à la fois dans l'inflammation et aussi dans le métabolisme protéique. Vous la retrouvez, il y a eu des tests de minocycline pour l'X fragile parce que dans un modèle de souris,
l'aminocycline améliorait l'X fragile. Dans un modèle de souris, l'aminocycline améliorait Huntington, mais je crois qu'il y a eu un essai thérapeutique sans effet. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de bouillonnement, mais je dois dire que pour le moment, des choses où on soit vraiment, on se dit ça y est, on a quelque chose de tout à fait intéressant, je crois qu'on n'y est pas vraiment encore. Donc, je vais passer. Alors, il y a l'aspect agrégation. Alors, il y a eu une grande controverse avec, là aussi, des dizaines de papiers, etc., puisque on voyait dans les neurones ces grosses inclusions, à la fois et pas uniquement pour la Huntington, aussi pour les ataxines, des grosses inclusions dans le noyau, avec les protéines porteuses de polyglutamine, mais qui avaient aussi entrappé d'autres protéines. Et la grosse question, est-ce que ces gros amas, ils étaient toxiques? Et quelquefois, dans certains cas, ça occupe un tiers du noyau. Donc vous dites, ça doit quand même avoir un effet. Mais finalement, petit à petit, les gens ont commencé à se dire qu'il n'y avait pas de corrélation en fait, entre la fréquence de ces inclusions intranucléaires et le fait qu'il y ait des neurones qui soient plus ou moins sensibles. Et à l'heure actuelle, bien qu'il y ait un point d'interrogation, donc vous voyez que ce n'est pas encore tout à fait sûr, la plupart des gens pensent que les grosses inclusions, c'est plutôt des choses qui sont relativement non toxiques et que c'est une manière de se débarrasser de ce qui est toxique. Si vous n'arrivez pas à le digérer, vous le mettez dans ces inclusions où elles n'ont plus d'effet toxique. Par contre, ce qui serait toxique, c'est soit les monomères, les protéines avec la polyglutamine, soit surtout des petits oligomères, parce qu'au cours de l'agrégation, ça commence, plusieurs molécules porteuses de polyglutamine vont commencer à s'associer, former ce qu'on appelle des structures en feuillet bêta, et ce qu'on pense, et des fibrilles, c'est que c'est les oligomères et les fibrilles qui sont les plus toxiques et qu'une fois que c'est, je dirais, très agrégé, ce n'est pas toxique. Et notamment toxicité dans le noyau. Je crois que je vais m'arrêter pour 2 minutes ou 5 minutes, boire un peu et vous laisser peut-être respirer et puis on continuera